Mesdames et messieurs, bonjour. Alors pour commencer cette intervention, je voudrais citer un article que Michel Goya avait publié dans La Voix de l'Épée en septembre dernier, où il annonçait que le coût de cette guerre en Syrie était de 1 million d'euros par jour pour la France, 3 millions pour la Russie, et puis 15 à 18 millions pour les États-Unis. Alors, ces chiffres sont discutables, ils sont toujours discutables, néanmoins l'ordre de grandeur est acceptable parce qu'il recoupe d'autres estimations qui ont été faites par ailleurs. Néanmoins, quand je dis que ces chiffres sont discutables, on peut s'interroger sur ce qu'on inclut dans ces 1 million par jour pour la France ou ces 3 millions pour la Russie, surtout que pour des grandes puissances comme ça, malgré tout, qui interviennent dans ce conflit syrien, il y a plusieurs types de coûts qu'on peut envisager. Alors, pour des pays comme la France, la Russie et les États-Unis, d'une part, on sait qu'ils ont une aviation qui va faire des frappes sur le pays, donc on peut intégrer les coûts de carburant, le coût des munitions, bien entendu, mais également, ce sont des puissances qui ont des alliés sur le terrain, qu'ils vont équiper, qu'ils vont entraîner, donc il faudrait éventuellement prendre en compte également le coût de cette formation des troupes alliées. Alors, également, on peut s'interroger sur les coûts à long terme. Là, les coûts que j'envisageais, c'est des coûts de court terme. Il y a également des coûts de long terme qu'on peut intégrer, les coûts sur l'usure du matériel ou sur le soin apporté aux blessés, par exemple, au cours du conflit. Tout ceci donc, va compliquer l'équation et va faire en sorte que le coût de cette évaluation, le coût de cette participation au conflit, va être extrêmement difficile à établir. Donc ce qu'on va essayer de faire au cours de cet exposé, c'est de donner des ordres de grandeur, de voir justement de faire un panorama de ces coûts occasionnés par cette guerre en Syrie, mais également de voir, à partir de ces frais occasionnés, de voir les conséquences que ça aura sur le plan politique, et de voir même, à l'inverse, si ces grandes puissances ne retirent pas quelques bénéfices de cette participation au conflit. C'est donc un peu tout ça qu'on va envisager. Alors, juste avant de commencer, je refais aussi un petit topo sur la situation en Syrie telle qu'elle est en ce moment, donc fin mars 2018. On a donc en Syrie 4 grandes factions qui s'affrontent. On aura donc les territoires en rouge qui apparaissent sur la carte, donc qui sont les forces loyalistes commandées par Bachar el-Assad et ses alliés russes et iraniens. En gris, on a quelques poches encore sous contrôle de l'État islamique, donc Daesh. En vert ou en blanc, on a quelques poches qui apparaissent, qui sont les dernières poches rebelles encore en activité. Au nord, on a une zone vert hachurée qui correspond aux territoires qui sont en train d'être conquis par l'armée turque et ses alliés rebelles. Et puis enfin, le grand espace en jaune, ce sont les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire une coalition arabo-kurde où les Kurdes du PYD sont quand même dominants. Donc c'est le panorama d'ensemble de cette guerre, avec le fleuve, l'Euphrate, ici, donc qui sépare un peu le théâtre d'opération en deux. En gros, sur la rive gauche de l'Euphrate, à l'est, on a la zone plutôt d'influence américaine, et puis à l'ouest de l'Euphrate, c'est plutôt la zone d'influence russe, puisque ce sont des territoires qui sont essentiellement contrôlés par leur allié Bachar el-Assad. Alors, quand on essaye, comme je le disais tout à l'heure, d'évaluer le coût de la participation à cette guerre pour les puissances étrangères, on peut distinguer deux types de coûts. Alors, d'une part, des coûts directs, donc les munitions qui vont être utilisées lors des raids aériens, le carburant consommé à cette occasion-là, et puis également les primes, puisque les combattants, les soldats qui vont être sur le terrain vont avoir des primes, donc des surcoûts pour l'employeur qui est ministre de la Défense dans ce cas-là, par rapport à une situation où ils seraient restés en temps de paix dans leur pays d'origine. Bon, ces coûts-là sont relativement simples et faciles à évaluer. En revanche, on a aussi des coûts indirects ou des coûts qui vont être différés dans le temps et qui, eux, sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Alors, on aura par exemple l'usure accélérée des matériels, surtout dans des territoires en partie désertiques où le sable, par exemple, peut poser un très gros problème dans les moteurs. Également, ces dépenses sont généralement financées par emprunt, donc il faudrait éventuellement envisager d'intégrer le coût d'intérêt des emprunts occasionnés. Également, la prise en charge des blessés. Ça, c'est une dépense qui va se poursuivre pendant des décennies après le conflit, surtout que, heureusement pour nous, il y a de plus en plus de blessés qui survivent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ordre de grandeur, c'était qu'un tiers des blessés graves seulement survivaient. Au Vietnam, on est monté à 50-60%, et aujourd'hui, pour les armées occidentales, au XXIe siècle, on est à 90% de blessés graves qui survivent. Alors, tant mieux, bien entendu, pour ces blessés. En revanche, pour l'État employeur, ça veut dire des frais qui vont être prolongés pour un plus grand nombre de combattants pendant plusieurs décennies. On peut compter 40-50 ans minimum
de frais de médecine, d'accompagnement pour ces blessés. Surtout, bien entendu, ce sont dans beaucoup de cas des blessés graves. Par exemple, en Afghanistan, pour la France, aux États-Unis, c'est des combattants qui ont été amputés, même parfois bi ou tri-amputés. Donc ce sont des dépenses très lourdes qui peuvent se cumuler avec les dépenses liées au stress post-traumatique qui, là aussi, peut nécessiter un accompagnement pendant de très longues périodes. Donc là, on voit qu'on a deux types de frais très difficiles à évaluer dans le deuxième cas. Si je reprends les frais du premier cas, les coûts directs, comme je le disais, là, qui sont plus évidents à évaluer, alors, il y a des coûts concernant les munitions qui sont assez simples à calculer. Par exemple, les munitions que l'armée de l'air française utilise, donc l'armement air-sol modulaire, ce sont des munitions dont le coût de revient est évalué par une commission du Sénat à 167 300 € l'unité. Donc c'est très cher, bien entendu, et ça permet des frappes très précises. Pour les Américains, le missile qui est couramment employé, c'est un missile anti-char, au départ à vocation anti-char, mais qui est utilisé maintenant de manière assez large. Donc c'est le Hellfire. Alors c'est un missile plus ancien avec une charge explosive plus faible, ce qui fait que son coût de revient est beaucoup plus bas. On arrive à 68 000 $ la munition. L'autre point qui va être intéressant à évaluer, c'est l'heure de vol. Donc comme pour la France, les États-Unis, la Russie, je me répète, ce sont des puissances qui officiellement n'ont pas de troupes sur le terrain, qui livrent essentiellement une guerre aérienne, le coût de l'heure de vol va être déterminant. Alors là aussi, très difficile à évaluer. Est-ce qu'on prend en compte que le kérosène? Est-ce qu'on évalue également le surcoût en termes de masse salariale, l'usure des matériels? Par exemple, à une époque, les moteurs d'aviation russes s'usaient très rapidement. Certains ne duraient que quelques centaines d'heures, voire quelques dizaines d'heures. Donc ce qui fait que tout engagement en opération extérieure, en OPEX, coûtait très rapidement très très cher. Alors par exemple, pour le Rafale, les différentes estimations qui circulent vont de 14 000 à 39 000 € pour une heure de vol. Donc on voit que suivant qu'on intègre, comme je le disais, une partie ou la totalité des coûts qu'on peut envisager, on a des estimations totalement différentes. Alors, il faut prendre une base de calcul qui soit à peu près universelle, si j'ose dire. Et par exemple, quand on compare le Rafale français et le F-18EF américain, ce sont des avions qui avaient été proposés à l'exportation au Brésil. Et donc, les Brésiliens ont essayé d'évaluer l'heure de vol pour les deux avions avec la même base de calcul. Et alors là, on arrive à des chiffres qui sont un petit peu inquiétants pour nous. C'est-à-dire que le Rafale est évalué à 20 000 $ pour une heure de vol et le F-18EF à 10 000 $. Alors, bon, cette différence s'explique en partie. Bon, le F-18 est un avion très bien, qui a été produit à très grande échelle aux États-Unis. Donc, les pièces détachées, la maintenance, tout ça, on peut faire jouer des économies d'échelle qui expliquent cette différence de coût à l'avantage des Américains. Le F-35, donc un des derniers nés américains en termes de chasseurs-bombardiers, l'heure de vol est évaluée là aussi aux alentours de 25 000, peut-être 30 000 $ l'heure de vol. Donc, c'est plus comparable par rapport au Rafale. Il faut bien reconnaître que dans l'ensemble, quand même, on a là un domaine dans lequel les avions américains ont, semble-t-il, un certain avantage par rapport aux avions français. Ce qui pose d'ailleurs le problème du passage au drone. Là, je vous présente deux images. Le drone Harfang, qui est le drone européen un peu d'ancienne génération. Déjà, il n'est pas très vieux, mais en la matière, la technologie avance très vite. Et puis, le nouveau drone que l'armée de l'air est en train d'acquérir, le Reaper d'origine américaine. Alors avec le Reaper, on aura une heure de vol pour laquelle les coûts vont s'effondrer. Les États-Unis ont calculé, la commission des finances du Sénat américaine a calculé qu'on avait un coût de l'heure de vol qui était 18 fois plus faible avec un drone type Reaper qu'avec un chasseur-bombardier classique. Donc en gros, on a une heure de vol à 1 000 ou 2 000 $ maximum. C'est clair que là, le coût de l'intervention aérienne s'effondre. Le problème, c'est qu'il faut accepter que les drones soient armés. Alors les Américains arment leurs drones, ils les usent, et même, on pourrait dire, en étant un peu critique, ils les surutilisent, leurs drones armés. Pour la France, par contre, pour le moment, il y a encore une position de principe qui consiste à dire qu'on n'arme pas nos drones. Alors, ça a peut-être des avantages sur le plan politique, c'est un peu la conception française en la matière, mais c'est clair qu'en termes de coûts financiers d'une OPEX, on a des coûts qui vont déraper par rapport à ceux des Américains à cause de ce problème de drones. C'est certainement des problèmes, cette question de l'armement des drones, certainement une des questions clés qu'il faudra résoudre au cours des années à venir. Autre problème qui se pose dans toutes ces grandes puissances qui interviennent dans le conflit syrien, comme je le disais, c'est l'armement de leurs alliés sur le terrain.
Alors, les Russes ont équipé l'armée loyaliste de Bachar al-Assad, et par exemple, pour les Français et les Américains, on a équipé et entraîné dans un premier temps les rebelles, et puis également, plus maintenant, les Kurdes. Alors, par exemple, pour les Américains, il y avait des unités d'élite antiterroristes des Kurdes, donc des YPG, ce sont les forces armées kurdes, pour lesquelles l'équipement revenait à $8 000 par combattant. Donc on n'est pas encore au niveau d'équipement des meilleures troupes standards OTAN, mais quand même les Américains ont fait un gros effort d'équipement de ces troupes kurdes. Quand je disais qu'on n'est pas encore au standard de l'OTAN, vous voyez quand on prend le dispositif Félin, donc la Fantassin à équipement à liaison intégrée, qui est vraiment maintenant l'équipement de haut de gamme de l'armée française, on voit que ça coûte encore beaucoup plus cher, c'est 38 000 € par combattant, donc c'est nettement supérieur. Alors, cet équipement, cet armement des rebelles, là aussi, ça va entraîner des difficultés. D'une part, le coût financier, puis ensuite, la livraison des armes. Surtout qu'au départ, finalement, l'armée syrienne est une armée de type soviétique, qui était équipée presque exclusivement avec du matériel soviétique. Et lorsque la guerre a éclaté, tant au niveau des loyalistes que des rebelles, on a essayé d'équiper les troupes avec des matériels qu'elles avaient déjà, donc avec des matériels russes ou soviétiques. Et alors, lorsque les Occidentaux ont commencé à équiper les rebelles, on s'est rendu compte d'une opération qui avait été mise en œuvre, comment dirais-je, où il y avait une organisation à la fois américaine et puis qui concernait également les pétromarchés du Golfe, surtout les Saoudiens. Alors là, d'ailleurs, on voyait qu'on reprenait un schéma qui avait déjà été celui de la guerre d'Afghanistan, par exemple, dans les années 80, où les Américains armés, entraînaient les Moudjahidines, et puis derrière, les Saoudiens fournissaient en gros la moitié du financement. C'est un peu un partage des tâches similaire qu'on a observé pendant les premières années de cette guerre en Syrie, avec une opération qui a été révélée, qui s'appelle l'opération Timber Sycamore. Cette opération Timber Sycamore, elle a été révélée par des journalistes d'Europe de l'Est, notamment, qui se sont rendus compte qu'en fait, en Europe de l'Est, à partir du moment où la guerre syrienne a commencé, on s'est remis à fabriquer des armes de type soviétique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les services secours occidentaux allaient en Europe de l'Est, donc dans les anciens pays du bloc soviétique, qui avaient encore des stocks d'armes soviétiques, qui achetaient ces surplus de stocks soviétiques, qui les amenaient en Jordanie ou en Turquie, et à travers la frontière, qui les livraient aux rebelles syriens. Et alors, les surplus n'ont pas suffi, dans beaucoup de cas, en Serbie, en Bulgarie, etc. On a même remis en marche de vieilles usines de l'époque soviétique pour fabriquer des Kalachnikov, etc., donc des armes standards, qui ne sont pas des armes haut de gamme, mais qui sont les armes standards avec lesquelles on équipait les milices syriennes dans un premier temps. Alors, ce projet se voulait secret au départ. Il a vite été révélé, d'une part, comme je le disais, il y a les journalistes d'Europe de l'Est qui l'ont révélé. Aux États-Unis aussi, il y a des enquêtes qui ont été faites. Et puis, bon, ce programme, quand même, au bout d'un moment, a été critiqué. Il a été critiqué pourquoi? D'une part, comme on passait par la Jordanie, on s'est rendu compte qu'il y a des militaires jordaniens qui détournaient les flux d'armes en question. Alors, il y a eu de la corruption au niveau de l'armée jordanienne, et puis il y a carrément des stocks d'armes qui disparaissaient, qui ont certainement été relivrés à d'autres factions, peut-être pas celles auprès desquelles on voulait que les armes soient fournies. Et puis l'autre problème, c'est que ces armes qui ont été fournies, donc non seulement on a fourni des armes d'origine soviétique, mais même au bout d'un moment, on s'est rendu compte que pour affronter les chars de l'armée loyaliste, il fallait des missiles anti-chars très puissants. Alors les Américains ont profité de l'occasion pour se débarrasser, entre guillemets, de leur vieille génération de missiles anti-chars, des missiles un peu vieux, mais encore très puissants, les Thor en l'occurrence, on voit la photo ici. Et donc ces missiles ont été livrés au départ aux factions rebelles que les Occidentaux appuyaient. Le problème, c'est que ces factions rebelles, soit pour certaines d'entre elles, elles ont été attaquées et décimées par l'État islamique, par exemple, soit carrément elles sont passées avec armes et bagages auprès des factions djihadistes. Et nos missiles Thor, maintenant, on en retrouve un peu partout. Et alors l'État islamique, que ce soit lors de la bataille de Raqqa, par exemple, ou lors de la bataille de Mossoul, on s'est retrouvé face à des centaines de missiles d'origine américaine Thor qui tiraient sur les blindés alliés de la coalition occidentale. Donc on voit là d'ailleurs les limites de ce type de livraison d'armes dans un conflit pareil. En Afghanistan, c'était déjà pareil. D'ailleurs, on avait livré des missiles antiaériens Stinger aux Moudjahidines, et ces Stinger, après, on les retrouve un peu partout, avec de possibles risques d'utilisation terroriste. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que ces livraisons maintenant aux rebelles ont été arrêtées. D'une part, les factions rebelles sont pratiquement toutes islamisées maintenant, et le risque de dérapage au niveau de ces livraisons d'armes est maintenant devenu trop grand. Donc, on a stoppé, pour les Américains, c'est officiel, depuis le début de l'année, il n'y a plus aucune livraison d'armes vers les factions rebelles syriennes.
Dernière chose qu'on peut envisager, je rappelle d'ailleurs un point que j'avais évoqué lors de notre précédent colloque à Castelnau, où en 2015, le général qui commande le CENTCOM américain, donc qui enveloppe tout le Moyen-Orient pour les États-Unis, avait révélé que sur un programme de 500 millions de dollars, il y avait seulement 4 à 5 rebelles qui étaient combattants sur le terrain. Donc un programme de 500 millions pour seulement 5 combattants sur le terrain, c'est-à-dire que le combattant rebelle pro-américain revenait à 100 millions de dollars le combattant, donc un coût évidemment disproportionné. Côté loyaliste, comme je vous le disais, l'alliance de base, c'est la vieille alliance avec la Russie. Alors là, je remets une photo de l'époque soviétique où on voit Brejnev et puis Hafez al-Assad, donc le père de Bachar al-Assad, à l'époque, dans les années 70-80. Et alors, donc pour les soviétiques à l'époque, pour les Russes aujourd'hui, donc la Syrie finalement est le vieux partenaire dans la région, le seul qui ne les a pas trahis. L'Égypte à une époque était l'allié de l'URSS, mais elle les a trahis seulement pour rejoindre les États-Unis dans les années 70-80. La Syrie, même si c'est un allié un peu difficile, un peu encombrant, c'est finalement l'allié le plus fidèle des Russes dans la région, pour plusieurs raisons historiques, on en a parlé, et notamment pour les bases. Les bases près de la côte méditerranéenne, donc l'aéroport de Khmeimim près de Latakia, et puis le port de Tartous, qui sont des bases syriennes que peut utiliser la Russie et qui sont très précieuses pour la Russie. Alors la Russie, donc, comme les Occidentaux, a formé l'armée syrienne, lui a livré des armes, et puis s'engageait évidemment directement sur les terrains, quand en 2015 l'armée syrienne était sur le point de perdre la guerre. Alors, pour les Russes, les pertes ont été évaluées comment? Il y a 2 chasseurs bombardiers qui ont été perdus, un Sukhoi 24 abattu par les Turcs en 2015, un Sukhoi 25 qui a été abattu par les rebelles il y a quelques semaines. Par contre, le plus gros des pertes, ça concerne les hélicoptères. Il y a certainement près d'une dizaine d'hélicoptères qui ont été perdus par les Russes. C'est essentiellement là que réside l'essentiel des pertes, donc des coûts, non seulement humains, mais aussi financiers de la guerre. Et puis également des livraisons de matériel plus prestigieux, si j'ose dire, alors des chars de bataille comme ce T-72 qu'on voit ici. Alors en même temps, là aussi, les Russes sont comme les Américains livrent de vieux missiles TOW, les Russes livrent leurs chars de génération ancienne, finalement, dont ils vont se débarrasser un petit peu auprès des Syriens, et les Syriens font de même d'ailleurs. Leurs chars les plus anciens, ils les transmettent aux milices chiites, afghanes ou pakistanaises, par exemple, qui combattent à leur côté, ou ils les transmettent au Hezbollah, et ils se réservent les chars russes les plus récents à leur service. Le T-72 qu'on voit ici est d'ailleurs orné d'un drapeau du Hezbollah. L'autre aspect de la campagne russe qui aura été l'occasion de coups importants, c'est la croisière du Kuznetsov. Le Kuznetsov, c'est donc le seul grand porte-avions de la flotte russe, qui est généralement basé à Mourmansk, donc c'est la flotte du Nord, la flotte qui donne sur l'océan Arctique, et qui en 2015-2016 a fait donc un périple tout autour de l'Europe pour venir se positionner au large des côtes syriennes et assister donc l'armée de l'air russe dans ses frappes. Alors cette croisière du Kuznetsov a été impressionnante sur le plan politique. Sur le plan technique, le résultat était beaucoup plus médiocre parce qu'il y a eu des pertes. Il y a eu 2 avions qui ont été perdus au cours de l'opération, 2 chasseurs bombardiers, un Sukhoi 33 et un MiG-29. Le coût des pertes, si on prend le prix marchand de ces avions, est de l'ordre de 70 millions de dollars. Et puis également, le coût en carburant, en maintenance du Kuznetsov a été évalué. On arrive à une évaluation d'ensemble pour la sortie du Kuznetsov de l'ordre de 160 millions de dollars. Donc ça coûte très cher pour un résultat opérationnel qui est assez médiocre, on l'a vu, des pertes. Et en plus, comme le Kuznetsov est un avion, un porte-avions, où il n'y a pas de catapulte, contrairement aux porte-avions français ou américains, les avions décollent grâce au tremplin qu'on voit à l'avant du porte-avions. Donc du coup, la capacité d'emport des avions russes est assez limitée. Finalement, ça aura été, pour les Russes, un très bon entraînement, mais ça montre les limites de leur porte-avions, ce genre d'opération, et puis leur savoir-faire qui est assez limité. Conclusion pour les Russes, comme on se rend compte que ce type d'opération n'est pas tellement dans leur corps en général, et finalement ils vont essayer de développer plutôt le principe, là je refais un petit retour en arrière, le principe de la base de Khmeimim, là qui finalement est leur meilleure base dans la région. Donc ils vont essayer de trouver d'autres pays alliés dans la région, auprès desquels ils pourront déployer des bases analogues. Alors actuellement il y a de très bonnes relations entre la Russie et l'Égypte du maréchal al-Sisi. Donc la Russie, depuis le semi-échec du Kuznetsov, est en train de négocier avec l'Égypte l'installation d'une base à Sidi Barrani, on le voit là dans l'ouest de l'Égypte, une base qui permettrait de rayonner au-dessus du territoire libyen
et donc permettrait à la Russie, si besoin est, de frapper les factions djihadistes en Libye dans le cadre de la guerre civile libyenne. Et vous voyez, en plus, une fois qu'on a Sidi Barrani, on a un peu plus de 1000 km de Khomeini, donc les avions pourraient transiter d'une base à l'autre sans aucun problème. Donc c'est la logique un petit peu qui semble découler de cette expérience russe au cours de la guerre. Autre allié de Bachar el-Assad, l'Iran. Alors l'Iran qui a formé et financé plusieurs milices, alors recrutées en Afghanistan auprès des populations chiites ou au Pakistan, et ce sont des divisions qui vont être en fait la chair à canon du régime. Là, on ne peut pas risquer les troupes syriennes, iraniennes ou même le Hezbollah. On va engager ces milices chiites qui vont subir des pertes assez lourdes, qui sont recrutés, qui sont payés $500 par mois par les Iraniens, ce qui pour ces hommes-là est déjà un revenu très très élevé. Donc les volontaires ne manquent pas dans l'ensemble. Notamment la force Al-Quds, c'est-à-dire la force action des Pasdaran iraniens, des gardiens de la Révolution, dont on voit ici le chef, le général Qassem Soleimani, va être le grand organisateur de ce déploiement de forces chiites. Ensuite, on a d'autres interventions qui vont se dérouler, mais en essayant, ça va être un peu l'inverse, d'être le plus discrète possible, de ne pas se faire remarquer. Ça sera le cas notamment des Israéliens. Alors les Israéliens ont un positionnement dans cette guerre qui est un peu ambigu, si j'ose dire. D'un côté, la Syrie, même si l'armée syrienne n'était pas bien redoutable avant la guerre, la Syrie était vraiment le dernier pays hostile avec une armée quand même structurée à ses frontières. Donc la guerre civile neutralise cette dernière armée, ce qui est plutôt un gain pour la sécurité israélienne. En même temps, Israël surveille la situation de très près. Elle a peur de deux choses, que le Hezbollah et ou l'Iran s'implantent encore plus en Syrie qu'auparavant, avec le risque qu'il y ait des bases, par exemple près du Golan, qui sont organisées par l'Iran ou le Hezbollah et qui menaceraient un peu plus le nord d'Israël. Ou alors, c'est un risque secondaire pour Israël, mais évidemment, il faut en tenir compte, que l'État islamique lui aussi voit son influence progresser, notamment l'État islamique a déjà des contacts et même des sympathisants dans le Sinaï égyptien et même, semble-t-il, dans la bande de Gaza. Donc ce sont les deux dangers pour Israël. Alors pour le moment, Israël joue plutôt prudemment le jeu des rebelles. Et alors là, sur la carte que l'on voit, on a en bleu le Golan, donc le plateau du Golan occupé par Israël. Et il y a de nombreux témoignages qui montrent qu'en fait, Israël, vis-à-vis des zones rebelles là en vert sur la carte, Israël a une position d'aide vis-à-vis de ces rebelles. Alors très discrètement, on fournit du matériel, bon, pas des armes de guerre, mais de la nourriture, des équipements médicaux, par exemple. On les paye aussi, on leur donne certainement des fonds pour financer leurs opérations, mais cela le plus discrètement possible, afin justement de ne pas être considéré directement comme belligérant et d'agir indirectement au nom du principe l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc si les rebelles combattent Bachar, qui est même l'allié de l'Iran et du Hezbollah, on va plutôt aider les ennemis de Bachar el-Assad. Autre façon d'agir le plus discrètement possible, c'est de faire appel non pas à des troupes régulières, mais à des mercenaires. Alors, le principe des sociétés militaires privées est en plein développement finalement depuis le début du siècle. On sait que les Américains en Afghanistan, par exemple, avaient fait appel massivement à l'entreprise Blackwater, qui était la grande société militaire privée américaine. Alors, côté russe, il y aura le même principe. Il y aura donc un groupe militaire qu'on appelle le groupe Wagner. Alors la Russie a une position assez ambiguë en la matière. C'est qu'officiellement, les sociétés militaires privées sont interdites en Russie. Pour autant, on sait que ce groupe Wagner existe. Il est d'ailleurs basé, juridiquement, son siège social est en Argentine, pour respecter les formes. Et alors ce groupe Wagner est dirigé par un personnage sulfureux, Dmitri Utkin, qui est issu de l'extrême droite russe, qui est relativement secret. D'ailleurs, la photo qu'on a là a été volée, entre guillemets, lors d'un banquet au Kremlin. Et alors ce groupe Wagner, en fait, qui comprend certainement plusieurs centaines d'hommes, recrutés en Russie, mais aussi en Ukraine, dans le Donbass et en Crimée, dans les zones donc russophiles. Ce groupe Wagner, en fait, s'est chargé de toutes les opérations troubles, un peu clandestines des Russes en Syrie. Ça permet d'avoir une troupe de choc sur place, tout en niant toute participation directe au combat. Les combattants du groupe Wagner sont attirés avant tout par l'argent. Dans le groupe Wagner, le salaire de base est à 2750 €, ce qui représente 7 fois la solde moyenne d'un combattant russe de l'armée régulière, ce qui évidemment est très bien payé. Donc dans le groupe Wagner, on a des standards de salaire qui sont proches des standards occidentaux. Alors pour autant, ils ont été engagés dans des opérations très risquées. Et alors, notamment, je ne sais pas si je dois parler du groupe Wagner maintenant au présent ou au passé, puisque lors d'un accrochage début février, d'un nuit du 7 au 8 février,
Ce groupe Wagner a certainement été engagé pour prendre d'assaut des puits de pétrole détenus par les Kurdes. Et à cette occasion-là, les Kurdes, en toute logique, ont fait appel aux Américains. Les Américains sont intervenus pour cette nuit avec un appui aérien massif, hélicoptères, AC-130 gunship, même probablement des B-52 qui ont fait du carpet bombing, donc du roulet de tapis de bombe, et ce qui fait que le groupe Wagner a été décimé. On pense que les Russes, le chiffre qui circule le plus probable, c'est que sur les 550 combattants qu'ils avaient engagés, il n'y a que 200 personnels indemnes. Les autres sont morts, on pense qu'il y a une centaine de morts côté russe et certainement 250 blessés. D'ailleurs, après cette bataille, il y a eu un véritable pont aérien qui a été mis en place par les Russes pour rapatrier en Russie tous les personnels blessés au cours de cette bataille de Kachan, au cours duquel ce groupe Wagner a été décimé. Alors, côté russe, cet engagement clandestin contraste avec un déploiement de forces complètement disproportionné pour frapper de simples milices. Je passe assez rapidement, mais les Russes ont utilisé des missiles de croisière calibre, qui sont des missiles prévus au départ pour frapper les missiles américaines les plus prestigieuses contre les simples milices disproportionnées. Ils ont utilisé des bombardiers lourds comme ce Tupolev Landwehr Backfire. Ils ont même déployé des chasseurs bombardiers Sukhoi 57, qui sont les avions les plus modernes qu'ils ont à disposition, qui sont totalement inutiles en Syrie. Mais là, on voit qu'on a un effet vitrine, en fait. La Russie profite de cette guerre pour faire étalage de ses matériels les plus puissants, avec un double message. Un, aux Occidentaux, méfiez-vous, on a des matériels très modernes qui, le cas échéant, pourront vous frapper de votre côté. Puis d'autre part, on a un message commercial. Vous voyez comme notre armée est bien équipée, s'il le faut, non seulement on pourra utiliser ces armes contre les Occidentaux, mais on cherche aussi à les vendre à l'exportation. Alors, chose que les Français ont fait également, si le Rafale s'est bien vendu à l'exportation depuis quelques années, c'est qu'on a vu le Rafale à l'œuvre en Libye ou au Mali, par exemple. Alors également, le canon français César a été acheté par le Danemark récemment. Il a été vu à l'œuvre lors de la bataille de Mossoul. Les Iraniens ont utilisé des missiles balistiques Zulfikar, là aussi pour frapper l'État islamique, alors que c'était totalement inutile d'utiliser des missiles aussi puissants. Là, le message est plutôt délivré à l'encontre de l'Iran. L'Iran, justement, qui dans ce conflit a une position assez particulière, puisque la guerre va coûter très cher pour l'Iran. On pense que l'Iran consacre chaque année environ 9 milliards de dollars à cette guerre en Syrie, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a un coût de la guerre qui est certainement équivalent à celui des États-Unis, pour un pays évidemment beaucoup plus pauvre. Donc on voit vraiment que pour l'Iran, il y a une volonté de gagner cette guerre. Et comme la Syrie est totalement insolvable, vis-à-vis de la Russie, je n'ai pas parlé, mais la Russie aussi, en fait, tous les matériels livrés à l'armée syrienne, ce sont des matériels qui sont livrés à perte, la Syrie est totalement insolvable. Pour l'Iran, comme on sait qu'on ne sera pas payé, ben on prend sur le terrain. Donc l'Iran est en train de prendre le contrôle de l'économie syrienne, en fait. Elle s'est emparée du troisième opérateur téléphonique syrien, 2 mines de phosphate, d'hectares de terres agricoles, etc. Alors, je vais conclure rapidement parce que le temps imparti, on arrive au bout du temps imparti. Donc, en fait, sur cette guerre, je terminais par là, en fait, à nouveau, on a une conclusion d'un vieil adage, j'enfonce une porte ouverte, mais la victoire appartient à celui qui avait le plus. C'est clair que les Occidentaux se sont engagés en cette guerre en ne sachant pas très bien quel était l'objectif politique qu'ils voulaient remplir. Ils ont financé, armé les rebelles, puis les Kurdes, en espérant un résultat politique qui n'était pas précisément défini. Côté russe et iranien, on avait un objectif politique très clair, c'était soutenir le pouvoir de Bachar el-Assad, même si ça coûtait très cher. Et pour l'Iran, ça a été le cas, on a consacré beaucoup d'argent, mais pour le moment, Bachar el-Assad est en train de gagner la guerre. Merci pour votre attention.